pour aller plus loin, pour décrypter cette situation compliquée en République démocratique du Congo, est avec nous Eric Nindou, directeur de la rédaction Afrique de Média TV. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors, on le voit, ce sont des résultats provisoires mais qui ont été immédiatement dénoncés, contestés par Martin Fayulu. Exactement, des résultats provisoires qui ont été contestés, mais cela ne surprend guère, puisque on le savait que c'était une élection à haut risque. Donc que ces résultats soient contestés, ça veut simplement dire qu'il y a des personnes qui croyaient qu'elles avaient déjà gagné, notamment Martin Fayulu. D'ailleurs, si vous avez suivi, comme vous le faites, vous présentez tous les jours, bien sûr, le journal, l'actualité, ces derniers temps, il y a à peu près 8 jours, l'Église catholique avait dit que selon ses observations, elle connaissait déjà le nom du vainqueur. Mais il faut préciser que l'Église catholique n'a jamais prononcé le nom d'un vainqueur. Elle a simplement dit qu'elle avait des tendances. Et la rumeur s'est répandue comme quoi ce vainqueur serait Martin Fayulu. C'est le camp de Martin Fayulu qui a fait aussi appuyer justement cette rumeur. Et aujourd'hui, il se sent un peu trahi et il se sent lésé, mais il peut avoir recours, je veux dire, aux voies légales qui sont contenues dans la Constitution congolaise pour précisément contester ce résultat. C'est normal dans tous les pays, quand il y a des élections, elles peuvent être contestées devant les tribunaux et devant la justice. D'accord. Alors, vous l'avez abordé à l'instant, l'Église catholique, elle est formelle. Hein. Elle affirme que, tel que publié, je la cite, la CENI les résultats ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation. On l'a dit, 40 000 observateurs avaient été mobilisés le jour du scrutin. Donc, il y a un véritable doute. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur le rôle de cette Église catholique dans ce pays, pourquoi elle est si puissante et comment peut-elle avoir le nom du gagnant? Elle n'a pas le nom du gagnant. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place une méthodologie d'observation, la seule méthodologie indépendante. Il y avait l'Église catholique, il y avait certains observateurs de l'Union africaine, il y avait bien sûr les observateurs des ONG et des organisations de la société civile congolaise, mais il n'y avait par exemple pas d'observateurs internationaux parce qu'il faut le rappeler, la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a refusé toute aide, notamment l'aide de l'Occident, l'aide de l'Union européenne. Donc ils ont essayé d'organiser ça entre eux en vase clos. Et de ce point de vue, l'Église catholique congolaise, c'est un pays qui est à 80% catholique, c'est une institution forte et une institution qui a une crédibilité et une réputation d'indépendance. Mais précisons les choses, l'Église catholique n'a jamais dit que tel ou tel était vainqueur. L'Église catholique a tout simplement dit on a observé certaines tendances lourdes et ces tendances lourdes nous amènent à penser qu'un candidat serait en passe de gagner. Mais aujourd'hui, les résultats, ce qu'il faut simplement faire, c'est confronter la méthodologie employée par l'Église catholique aux résultats compilés par la Commission électorale nationale indépendante et on va comparer les deux. Je voudrais préciser une chose, Nadia, c'est que d'abord, il faut aussi se réjouir de cette élection. Pourquoi? Parce que dans un pays vaste comme 4 fois la France, dans un pays où il n'y a pas beaucoup de routes, dans un pays où la distribution, si vous voulez, en électricité est très peu opérationnelle, que le pays ait réussi, sans l'aide extérieure, à organiser ces élections, triple scrutin, à la fois présidentiel, provincial et législatif, c'est déjà une prouesse en soi. Il y a eu des couacs, il y a eu des ratés, il y a eu, par exemple, 3 circonscriptions dans l'est du pays où ça a été suspendu en raison notamment de l'épidémie d'Ebola et de l'insécurité. Mais malgré tout, ils ont quand même réussi à organiser un scrutin qui d'ailleurs n'a pas été très suivi parce que selon les chiffres qui ont été publiés par la CENI hier, il n'y a eu que 47,56% de participants sur un pôle, si on peut dire, électoral d'inscrits qui était de 38 millions d'électeurs. Il n'y en a donc que 18 000 qui sont partis effectivement voter le 30 décembre et 20 millions donc de Congolais ont refusé de se rendre aux urnes. Ça dénote quand même quelque chose d'assez critique sur la confiance que les Congolais avaient envers leurs propres institutions. D'accord. Alors vous parlez de prouesse, vous parlez de 20 millions aussi de Congolais qui ne sont pas allés voter. Est-ce qu'on peut aller plus loin et parler de processus historique sur 2 aspects. D'abord parce que c'est l'alternance avec un nouveau visage au sommet de l'État, mais aussi parce que c'est la première fois depuis 2001 que Joseph Kabila se retire du pouvoir. Effectivement. Donc, non seulement, comme je dis, c'est une question de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. J'ai parlé des 20 millions d'électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes, mais il y a 18 millions qui se sont rendus aux urnes et qui ont voté. Et quand on analyse le résultat, qu'est-ce qu'il faut retenir? Félix Tshisekedi obtient 7 millions de voix.
Martin Fayulu, 6 millions de voix, et Emmanuel Shadari, le candidat du pouvoir, n'obtient que 4 millions de voix. Ça veut dire qu'il y a 13 millions de Congolais sur les 18 millions qui ont voté en faveur de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y avait un vent de changement, un désir de changement vraiment très, très fort de la part de la population congolaise qui a voté pour le changement, à la fois pour Félix Tshisekedi et puis pour Martin Fayulu. Et puis d'autre part, le Congo a réussi quand même effectivement à faire cette élection, ce scrutin, qui va permettre, comme vous l'avez dit, la première alternance démocratique de l'histoire du pays. Parce qu'il n'y a jamais eu d'alternance démocratique au Congo depuis 1960, date de l'accès à l'indépendance du pays. À chaque fois, ça a été des coups d'État, ça a été des fins de régime très troublés. Et là, cette fois-ci, ça pourrait se passer enfin dans le calme, une transition après 2 mandats du président, bien sûr, Joseph Kabila, dont le mandat, vous l'avez dit, devait arriver à terme en décembre 2016. Et il y a eu 2 ans de prolongement à cause justement de cette difficulté à mettre en œuvre ce scrutin présidentiel. En quelques mots, Eric Ndindu, il y a eu déjà 4 morts suite à l'annonce de ce résultat provisoire. On attend les résultats définitifs. Pour le 15 janvier. Les résultats définitifs pour le 15 janvier. Si tout se passe bien, le 18 janvier, il y aura la passation de pouvoir. Comment est-ce que vous voyez la suite ? La suite, elle dépend de la prise de conscience des acteurs politiques congolais, parce qu'ils sont vraiment à un momentum très important. Ils peuvent saisir ce moment historique de se dire, est-ce que l'on peut faire une transition pacifique dans ce pays? C'est-à-dire, pour ceux qui contestent les résultats, le faire par les voies légales, pour ceux qui sont contents s'exprimer de façon, comme on dit, non violente. Et d'ailleurs, ce que vous avez remarqué, à la fois Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, ont appelé au calme. On dit à tous les acteurs politiques congolais, contestez, exprimez votre joie, votre peine, mais faites-le dans le calme, parce que le trésor le plus important pour la République démocratique du Congo, c'est la paix civile et la sécurité pour toute la population. Eric Ndindu, directeur de la rédaction Afrique de Médien TV, merci pour toutes ces précisions. Merci Nadia.